à tous, bienvenue dans Rencontre. La Chine a publié récemment la dernière version de son livre blanc sur la défense nationale. Aujourd'hui, nous allons analyser ce livre blanc avec nos invités. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir sur notre plateau M. Wu Zexie, vous êtes ancien diplomate, et M. Xu Tiebing, vous êtes expert en relations internationales, professeur à l'Université de communication de Chine. Bienvenue sur notre plateau. Merci, bonjour. Alors, tout d'abord, comment évaluez-vous le contexte de cette publication? Pourquoi la Chine a publié ce livre blanc à ce moment-là? Ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois. D'après les responsables de l'armée chinoise qui ont fait des commentaires, ça fait déjà 10 fois que la Chine a publié des livres blancs sur la politique de défense. Or, c'est vrai, cette fois-ci, c'est la première fois depuis 2012, c'est-à-dire l'année où le PCC, le parti au pouvoir, a organisé le 18e congrès. D'accord? Bon. Mais pourquoi, pendant cette période, on n'a pas fait un livre blanc comme durant les années précédentes, de façon plus intense? Tout simplement, durant cette période, l'armée chinoise a connu une restructuration profonde, pratiquement radicale. D'accord? Donc voilà, on a dû attendre la fin de toutes ces activités de restructuration. Ça, je crois que ça, c'est une raison. La deuxième raison, c'est que, évidemment, le contexte international a évolué énormément aussi. Donc, il est temps aujourd'hui de faire un nouveau livre blanc pour faire connaître, voilà, après cette reconstruction de l'armée chinoise, voilà, la politique de défense de la Chine. Alors, on va revenir sur cette restructuration que vous avez mentionnée un peu plus tard. Et Monsieur Xu, quel est votre avis? Je dois dire que cette fois-ci, on a ajouté une qualification nouvelle ère. C'est que depuis la fin de la guerre froide, à peu près le temps d'une génération s'est évolué. Aujourd'hui, on est dans une période un peu incertitude, c'est-à-dire que c'est pas comme auparavant, il y a deux blocs face à face, antagonistes, ou par exemple dans l'anarchie totale. Au moins, mais on voit certaines tendances, disons, inquiétantes, comme je dirais que le livre blanc avait bien montré, par exemple, l'élargissement de, disons, de l'OTAN, qui est tout de même un produit de la guerre froide, et aussi certaines concurrences, disons, acharnées dans aérospatiale, dans la guerre cyberespace, etc. Mais aussi, je pense qu'avec l'émergence de plus en plus active des acteurs non étatiques, c'est-à-dire par exemple les groupes armés, les milices, les terroristes, etc., nouvelles formes de conflits s'émergent, et dans ce cas-là, qu'on a dit nouvelle ère. C'est vrai que, en fait, selon le porte-parole du ministère chinois de la Défense, il a déclaré spécialement que cette fois, ce livre blanc a été officiellement intitulé La défense nationale dans une nouvelle ère. Donc, Monsieur Wu, selon vous, qu'est-ce que cette nouvelle ère fait-elle référence? La nouvelle ère, c'est pas une notion récente. Il y a 2 ans, lorsque le PCC a convoqué son 19e congrès, on a déjà proposé cette notion parce que selon les objectifs fixés pour le développement à long terme de la Chine, fixés par les autorités du pays, l'année prochaine, c'est-à-dire en 2020, la Chine deviendra un pays, selon le rythme de développement, un pays d'aisance moyenne, c'est-à-dire l'une des caractéristiques les plus évidentes, ce sera il n'y aura plus aucun Chinois vivant en dessous du seuil de pauvreté. C'est-à-dire, la lutte contre la pauvreté devrait remporter la victoire. Alors, aujourd'hui, c'est vrai, il y a encore à peu près 10 millions de Chinois vivant, voilà, en dessous du seuil de pauvreté, mais les gouvernements centrales et locaux sont en train de faire tous les efforts pour atteindre cet objectif. Et après cet objectif, la prochaine étape, ce sera d'ici 2035, la Chine deviendra un pays moderne
en stade primaire. Et après ceci, la Chine deviendra, au milieu de ce siècle, un pays moderne. Voilà. Bon, vous voyez donc, selon tout cet agenda, voilà, on est en ce moment dans une période de charnière. Voilà. Donc on va bientôt atteindre le premier objectif pour commencer à atteindre le deuxième, d'accord, tout en visant le troisième. Voilà. Donc c'est une période très importante pour nous, voilà, en termes de développement. Or, quand on parle du développement, il faut avoir un environnement de paix et de sécurité. Du coup, la défense est toujours une tâche très importante pour nous. Donc vous avez parlé surtout sur le plan national, qu'est-ce que cela veut dire cette nouvelle ère, mais Monsieur Xu, pensez-vous qu'il y a d'autres choses que cela fait référence, par exemple, quel est le regard de la Chine envers l'environnement sécuritaire, comme Monsieur Wu a bien mentionné, cet environnement, qu'est-ce que c'est les menaces, par exemple, aux yeux de la Chine aujourd'hui? Monsieur Wu avait bien mentionné, par exemple, d'une part, ce qui est à l'intérieur, c'est-à-dire l'objectif, les développements socio-économiques, etc. Et d'autre part, il faut voir, par exemple, immédiatement, tout ce nos disons, voisins, environnement immédiat, c'est-à-dire l'Asie-Pacifique. Là, disons, les signes de stabilité ne sont pas si nombreux. Par exemple, sur la péninsule coréenne, vous voyez, par exemple, que sur le Tchad, sur, par exemple, l'installation de systèmes américains, disons, de prévention ou de prévision, le signe de conflit, la crise nucléaire atténuée sans pour autant de trouver encore une solution définitive. Et d'autre part, par exemple, que ce soit à partir de la Corée du Sud, du Japon, de l'Australie, on voit que renforcement de la présence militaire des Américains. Et dans l'Asie du Sud, par exemple, disons, antagoniste traditionnel entre l'Inde et le Pakistan, c'est maîtrisé sans pour autant escalade, mais pas trouver la solution, disons, à long terme. Ce qui nous permet, par exemple, de souffler un peu, disons, moins inquiétant, c'est que dans l'Asie du Sud-Est, malgré certaines revendications, litiges dans l'ensemble, le signe de paix se renforce. Ça, c'est, disons, dans l'environnement. Bien sûr, dans le Grand Nord, avec la Russie, avec l'Asie centrale. Maintenant, comparé, par exemple, confrontation, disons, dans les 30 ans avant, maintenant, c'est beaucoup d'amélioration. Et à l'échelle mondiale, comme on a déjà dit, par exemple, il y a cette tendance unilatéralisme de hégémonie, le maintien de hégémonique, la suprématie américaine, bien sûr, qui nous inquiète. Et d'autre part, je pense qu'on voit que certains pays, disons une série de pays, comme le livre blanc avait mentionné, de France, l'Allemagne, de l'Angleterre, de l'Inde et la Russie, etc., tout le monde maintenant se consolide, se renforce son arsenal militaire. Dans ce cas-là, je pense que, bien sûr, avec nos moyens aujourd'hui disposés, avec nos objectifs toujours défensifs, unification, bien sûr, etc., et la Chine fait aussi amélioration et de progression de sa capacité défensive. Alors je pense que la considération sur la situation sécuritaire est très très importante. Et monsieur, vous en tant que diplomate, quel est votre constat sur ce point? Je suis entièrement d'accord avec le professeur Xu. En effet, bon, c'est vrai que la paix et le développement constituent le courant principal de notre monde. Mais ceci étant, on est loin d'avoir, voilà, la tranquillité totale. L'hégémonisme, la politique du plus fort, l'unilatéralisme sont loin de disparaître. Il y a partout, voilà, de temps en temps, des conflits, des petites guerres qui éclatent. Il y a aussi des problèmes de terrorisme, par exemple. Il y a aussi des problèmes de cybersécurité. D'ailleurs, dans ce livre blanc, à plusieurs reprises, voilà, le texte a mentionné le comportement des États-Unis. Le professeur Xu a bien mentionné la situation dans la péninsule coréenne. Vous savez, les États-Unis ont déployé un système antimissile THAAD dans la Corée du Sud. Alors, ce système vise qui?
la Russie et la Chine. La Corée du Sud, c'est c'est juste à notre porte. Bon, cela déséquilibre, voilà, la situation et les rapports de force. Donc c'est très dangereux. Bon, alors, donc il y a toutes sortes de facteurs d'instabilité ou de menaces qui existent. C'est ça qui nécessite, voilà, une défense de plus en plus renforcée de la Chine pour protéger ses propres intérêts. Donc, c'est pour ça qu'il y a cette phrase formée aussi par le porte-parole du ministère chinois de la Défense. Il a précisé que la politique de défense nationale de la Chine dans cette nouvelle ère est par nature défensif. Vous avez mentionné beaucoup de raisons pour que la Chine soit défensive contre toutes ces menaces. Alors, pouvez-vous nous expliquer davantage pourquoi cet accent mis sur défensif par nature? C'est en effet une politique de défense littéralement défensive par nature. Pourquoi? Il y a plusieurs facteurs qui sont expliqués ailleurs dans le livre. D'abord, la Chine est un pays socialiste. Selon notre idéologie socialiste, un pays socialiste doit défendre la paix dans le monde. Voilà. Ne doit agresser personne. Bon, ça c'est déjà un premier facteur. Deuxième facteur, le choix stratégique de la Chine, c'est le développement pacifique. Bon, un développement pacifique, c'est-à-dire un développement qui nuit aux intérêts de personne. Troisième facteur, la Chine a adopté dès la naissance de la nouvelle Chine une politique diplomatique de paix, c'est-à-dire entretenir des bonnes relations de coopération avec tout le monde. Politique de paix. Quatrième élément, la tradition philosophique de la Chine, c'est la paix est la plus précieuse, voilà, dans le monde. Bon. Cette tradition est ancrée dans la mentalité des Chinois, voilà, parce qu'on sait que la guerre, les conflits, ça nuit aux intérêts fondamentaux des êtres humains. Bon, la paix est la plus précieuse. Mais ce sont des facteurs fondamentaux qui déterminent la politique de défense de la Chine. Et dans la pratique, la Chine n'a jamais attaqué personne. Ça fait 70 ans que la Chine nouvelle est née. La Chine n'a jamais attaqué personne. Bon, la Chine a été obligée de s'engager dans certaines guerres, mais c'est toujours dans le but de défendre. La Chine n'a jamais provoqué une guerre d'agression. Donc c'est sur le papier plan, c'est facile à voir. On peut compter tout simplement le registre. Combien de guerres avait engagé de la Chine depuis 1949? Il y en a deux, par exemple, c'était surtout soutien des Alliés pour la défense en Corée et au Vietnam dans les années 50 et 60. Et puis deux ripostes aussi, avec l'Inde et avec le Vietnam, et puis quelques petits conflits frontaliers avec l'Union soviétique. Voilà, c'est tout. Donc depuis 70 ans, regardez par exemple finalement, c'est que notre pays en armée reste plutôt sur le sol national, dans le but de défense et sans jamais lancer une guerre d'agression et de conquête. Mais donc, on le peut registre dire, est bien clair. Parfois, il y a des gens qui vont dire que bon, c'est parce qu'à cette époque, la Chine n'avait pas cette capacité pour faire de l'expansion. Par exemple, on le sait, par exemple, la Chine a plus de 18 pays comme voisins. Et pour l'héritage, disons, traditionnel, on a pas mal de frontières non bien définies. Il faut négocier avec qui on fait la guerre. Sauf l'Inde qui a lancé, disons, une attaque en 1962. Avec les autres, on a signé l'accord de paix l'un après l'autre. C'est, par exemple, c'est dans nos immédiats, dans notre voisin, et on aurait la capacité, mais jamais fait. C'est un exemple extrêmement facile. Et aujourd'hui, en revanche, par exemple, aujourd'hui, la Chine pourrait projeter, employer des forces d'armée sur le sol africain.
C'est pourquoi, pour conquête, non, c'est le maintien de la paix, c'est casque bleu sous mandat onusien. C'est vrai qu'il y a aussi cet enregistrement dans ce livre blanc de dire le maintien de la paix. Ouais. J'aimerais bien ajouter deux petits éléments à propos de ce que vous venez de dire. D'abord, la guerre de la Corée, la guerre du Vietnam. La Chine a aidé nos voisins, non seulement pour eux, mais aussi pour les intérêts propres de la Chine. Parce que ce sont des voisins et dans le contexte de l'époque, c'était la guerre froide. Si nos deux voisins avaient été envahis par les forces hostiles à la Chine, ce serait tout de suite une menace directe contre la Chine. Donc la Chine s'est engagée dans ces deux guerres, non seulement pour nos voisins, mais aussi pour nos propres sécurités. Ça c'est déjà un premier point. Deuxième point, la capacité. Justement, la guerre de la Corée, vous savez, c'était au début des années 50. L'armée chinoise avait connu déjà une longue période de lutte armée en Chine. L'économie chinoise était pratiquement ruinée à cause de longues périodes de guerre civile aussi. Techniquement, financièrement, la Chine se trouvait dans une position extrêmement faible. Or, vous savez, l'adversaire dans la guerre de la Corée, c'était les États-Unis, la première puissance militaire victorieuse de la Deuxième Guerre mondiale. Un pays extrêmement industrialisé, hyper équipé. Et finalement, quel était le résultat de la guerre de la Corée? On a pu refouler les troupes américaines au point de départ. Bon, donc la capacité, ça dépend de quoi? Alors, ça dépend de quoi? Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui la Chine a plus de moyens financiers ou techniques, qu'on aurait plus de capacité. À ce moment-là, on penserait à pratiquer à l'expansionnisme. Non, on ne raisonne pas dans ce sens. D'abord, la capacité, c'est surtout la détermination, la mobilisation, la capacité de mobiliser les gens et la détermination de se défendre. Deuxièmement, ce n'est pas la capacité qui donne envie d'agresser les autres. C'est la raison qui donne. Il y a beaucoup de médias et surtout médias étrangers qui s'intéressent beaucoup à la défense militaire de la Chine. Donc on se plaint toujours qu'il n'y a pas de transparence, on veut savoir un peu plus sur ce point-là. Donc dans ce livre blanc, on voit qu'il y a des chapitres consacrés aux défenses militaires. Donc pouvez-vous nous expliquer davantage pour donner à nos téléspectateurs plus d'éclaircissement sur ce sujet-là? Je pense qu'il y a deux moments forts dans l'histoire de la Chine nouvelle. Au début des années 50, c'est-à-dire avec la guerre Corée, on est engagé. À ce moment-là, la dépense militaire représente une proportion assez élevée. Et deuxième période, c'est au milieu des années 60 et je dirais aussi au début des années 70, c'est-à-dire avec la rupture sino-soviétique. Sauf ces deux périodes-là, la dépense nationale, je pense, maintenait toujours un niveau, disons, très modeste. Même si aujourd'hui, je pense qu'après 40 ans de réforme, que la capacité, la puissance économique de la Chine a multiplié, je ne sais pas combien, tout le monde sait, et que finalement, c'est que notre dépense militaire se représente très peu dans la totalité de la richesse, disons, socio-économique. Surtout quand on compare non seulement les pays dits, disons, bien développés comme les États-Unis, c'est la première puissance qui dépend, je dirais, plus de moitié des dépenses militaires mondiales, mais quand on comparait avec l'Angleterre, l'Allemagne et la France y compris, on est l'inférieur. La Russie a peut-être pour des raisons, disons, historiques notamment, d'intégration, menace territoriale, maintient un taux assez élevé de sa dépense, je dirais la proportion. Mais si on regarde même si par exemple la Corée du Sud et l'Inde, des pays voisins, on est inférieur, disons, du point de vue de proportion dans la dépense militaire. Le livre blanc a donné quelques chiffres qui sont intéressants. Par exemple, le budget militaire de la Chine représente seulement un quart de celui des États-Unis. Alors, si on raisonne
en termes de budget militaire, voilà, par tête d'habitant. Alors ce chiffre en Chine, voilà, représente seulement 5% de celui des États-Unis. 5%. Voilà. Et si on raisonne en termes de budget militaire, de dépenses militaires, par militaire, c'est-à-dire par chaque militaire, alors le chiffre de la Chine représente, voilà, 15% voilà, seulement de celui des États-Unis. Vous voyez, la différence est énorme. La différence est énorme. D'ailleurs, dans ce livre-là, on a bien précisé qu'aujourd'hui, le niveau, voilà, le niveau technique, le niveau de modernisation et le niveau technique des équipements de l'armée chinoise est loin d'être, voilà, en mesure de répondre aux besoins de la Chine. D'ailleurs, ce niveau est loin d'être égal au niveau des pays développés. Vous voyez, donc, voilà, le budget militaire de la Chine est modeste. Voilà. On doit encore faire des efforts pour rattraper le retard. Donc c'est un budget qui explique un peu la nature défensive de la politique. Évidemment, évidemment. Même pour accomplir la mission défensive, ce n'est pas encore suffisant. C'est ce que voilà, le livre blanc a bien expliqué. En plus, la Chine a beaucoup de missions en dehors de la Chine pour participer à l'ONU, pour le maintien de la paix. Donc ça compte aussi. Évidemment. Voilà, on peut ajouter plusieurs éléments. Je pense d'une part, c'est que depuis la réforme notamment, c'est qu'on place la modernisation de la défense dans la 4e position. Pour des raisons tout à fait compréhensibles. Et depuis, disons, à peu près 15 ans, ou un peu plus, qu'on le sent effectivement un rattrapage technologiquement assez rapide. Là, c'est une raison pour montrer, c'est-à-dire augmentation tout à fait juste de la dépense militaire. Et deuxièmement, en même temps, si on voit, c'est effectif total. Qu'on est, par exemple, dans les années, disons, un demi-siècle en avant, qu'on maintient environ à peu près 4 à 5 millions de soldats. C'est-à-dire moins de 1% de la population totale. Alors qu'aujourd'hui, le nombre de la Chine, de Chinois qu'on le sait, 1,3 milliard, avec 2 millions de soldats seulement. Pour mieux comparer et mesurer, disons, le degré de militarisation nationale. On est loin, très loin des pays, disons, de niveau, disons, en moyenne dans le monde. En fait, je voudrais justement, à travers cela, revenir sur ce que M. Wu a dit tout à l'heure sur la restructuration radicale de l'armée. En fait, effectivement, on voit cette fois dans le livre blanc, on a regroupé en 4 piliers stratégiques les missions et les objectifs des forces armées chinoises. Donc, pouvez-vous nous expliquer davantage cette restructuration radicale et quelles sont les missions et les objectifs de l'armée chinoise aujourd'hui? Les Russes, c'est technique, c'est surtout pour les Chinois qui sont intéressés à connaître voilà, le dossier. Alors, pour ceux qui ne sont pas vraiment initiés, ça ne veut rien dire. En fait, bon, je m'intéresse un tout petit peu voilà, à la restructuration. Avant, il y avait 7 garnisons militaires, 7 régions militaires en Chine, et puis maintenant, il y en a 5. Voilà. Et puis les troupes ont été réorganisées. Voilà. Aujourd'hui, c'est plutôt voilà, de réduire les effectifs, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. On a réduit voilà, quelques millions, comme le professeur Xie a bien mentionné. Aujourd'hui, l'effectif de l'armée chinoise est de 2 millions. Voilà. Mais avant, à un moment donné, il y avait 3-4 millions à cause justement des situations de conflit. Voilà. On a connu voilà, 2 grandes guerres, voilà, la guerre de la Corée, la guerre du Vietnam, etc. Bon, il y a bien sûr la réduction de l'effectif, il y a une restructuration des corps armés aussi. Voilà, il y avait 18 et puis maintenant il y a 13 seulement. Voilà. Bon, alors tout ça c'est technique. Mais les missions ont été
redéfinie. Comme je vous ai dit, après le 19e congrès du PCC, voilà, l'armée chinoise a redéfini les missions principales parce que la situation intérieure et extérieure ont changé. Voilà. Donc vous avez dit 4 piliers stratégiques. Alors, quels sont les 4 piliers stratégiques? D'abord, pour défendre le système socialiste du pays, un pays dirigé par le PCC. Deuxième, défendre la souveraineté, l'intégrité territoriale du pays, ça c'est la mission traditionnelle. Troisième, défendre les intérêts chinois à l'étranger, ça c'est l'exemple typique, c'est l'évacuation des ressortissants chinois lorsqu'il y a eu un conflit au Yémen. Vous vous souvenez, à l'époque on a dû évacuer d'urgence en utilisant nos flottilles faisant l'escorte dans la région, évacuer 621 personnes chinois, plus 279 ressortissants étrangers venant de 15 pays. Vous voyez, là, ce sont aussi des missions à accomplir par l'armée chinoise. 4e pilier, défendre les intérêts du développement, les acquis du développement de la Chine. La Chine se développe rapidement, il faut défendre les acquis du développement. Voilà à peu près les missions principales des 4 piliers stratégiques. Alors on va terminer avec un point essentiel parce qu'il y a dans ce livre blanc, on dit que le caractéristique de la défense nationale chinoise repose sur l'absence d'une recherche d'hégémonie, d'expansion ou de sphère d'influence. Et ça me rappelle le discours de Deng Xiaoping à l'ONU en 1994 quand il a déclaré et il a été très bien applaudi par les pays en développement en déclarant que la Chine n'est pas et ne sera jamais une superpuissance. Donc très brièvement, quel est votre constat sur cette définition? Moi, je pense à la continuité. Ce n'est pas quelque chose de nouveau et maintenant on maintient et on pratique, disons, la continuité. L'essentiel, c'est, il faut voir, c'est intéressant, c'est l'évolution du sens vocabulaire. De l'époque, quand on dit superpuissance, c'était toujours, il faut ajouter adjectif hégémonique. C'est différent qu'aujourd'hui quand on dit la puissance, parce qu'aujourd'hui on peut dire les pays émergents sont aussi des puissances. C'est plutôt une qualification plutôt neutre, uniquement pour montrer à quel degré la solidité, à la capacité d'un État. Alors que classiquement, quand on dit par exemple superpuissance, toujours avec l'adjectif hégémonique qui signifie domination, agression et bien sûr l'appropriation, etc. Donc c'est là il faut voir la nuance entre l'utilisation sémantique classique et actuelle. Alors très brièvement, oui. Le professeur Xu a bien indiqué l'origine de cette expression superpuissance aux yeux des Chinois, c'était péjoratif. Aujourd'hui, on n'utilise plus, mais on n'admet toujours pas cette notion de superpuissance dans le sens hégémonique. C'est pour ça que la Chine garde toujours une politique constante de jamais prétendre à l'hégémonie. La Chine ne cherche jamais à dominer le monde. Alors je vous remercie à tous les deux, merci pour vos analyses. Et je vous remercie d'avoir suivi notre discussion. À la prochaine.